Cette fresque, derrière moi, gare de l'Est, fut peinte par Albert Herter. C'est le départ des poilus. Il l'a peinte en souvenir de son fils, Evrit Herter, qui fut tué dans les derniers jours de la guerre, en 1918. Cette fresque a été inaugurée par le maréchal Joffre. Elle est dans le hall d'Alsace depuis 1926. C'est d'ici probablement que sont partis les soldats dont nous avons recueilli les témoignages de leurs familles, des anecdotes sur cette terrible épreuve que fut la guerre de 14. Le 3 août, il partait de Nogent. Et en 15, Édouard Chollet s'est retrouvé dans la Meuse, dans la tranchée de Vauquois. Et c'est surtout ça, Vauquois, qui m'a un peu passionnée parce que j'ai lu beaucoup de récits sur cette bataille de Vauquois. Là, ça a été terrible. Les Allemands étaient sur une hauteur et les Français en bas. Donc il y a eu des morts en très grande quantité. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. En 1917, au mois d'avril 1917, il a participé aux attaques de Champagne, des montagnes de Reims, plus particulièrement au Mont-Sans-Nom, avec les fameux bouchers qui les commandaient, Denival et Mangin. C'est lors d'une attaque le 19 avril 1917 qu'il a été blessé très sérieusement. Une balle qui lui a traversé le poumon au ras du cœur, et il est resté 24 heures ou je ne sais plus exactement combien, ou plus, je ne sais plus exactement combien, pendu dans les barbelés. Et ce sont deux braves Tunisiens qui sont décrochés et qui lui ont sauvé la vie ensemble. Mais il fallait avoir 20 ans pour pouvoir résister à de telles atrocités. Donc lorsque l'on parle des fusillés de la Première Guerre mondiale, il faut bien comprendre qu'il va y avoir environ 700 fusillés, c'est le chiffre donné par les autorités compétentes. Et ces fusillés, il va y avoir des fusillés dès 1914 et jusqu'à la fin de la guerre, pour des raisons multiples, abandon de poste, des retraites prématurées. Il y a également des droits communs, donc il faut bien avoir ça toujours en tête. Ma chère femme chérie, je m'empresse de te faire savoir le sort que je passerai demain, car je suis désigné à passer le conseil de guerre parce qu'on n'a pas voulu monter aux tranchées hier soir. Nous sommes 10 qui vont y passer pour refus d'obéissance. Je pense être acquitté, mais je suis cassé de caporal, et il y a de grandes chances que nous allons être changés de régiment. Ce sont des affaires militaires. Je termine ma lettre en désirant qu'elle te trouve en bonne santé, et ma chère petite fille. Ton mari, qui aime pour la vie et qui ne cesse de penser à toi. 1000 bons baisers avant de fermer la lettre. Pour me réécrire, attends que je te donne mon adresse. Albert Truton, le 9 juin 1917. Quand il devait assurer des liaisons, parfois il y avait des attaques ou des bombardements
par canon, hein, bombardement qui démarrait, et il était entraîné à rechercher, avant de parcourir une distance à portée d'œil, à repérer les abris, et dont il s'approchait toujours avec beaucoup de prudence, parce qu'il ne savait jamais par qui ça pouvait être occupé. Et une des façons d'être tranquille, c'était par l'odorat. C'est-à-dire que quand il approchait d'un abri, quand il approchait de l'entrée, il savait à l'odorat si c'était un abri qui avait été occupé par des Boches ou par des Français. Bon, il disait Boche, hein, c'était le mot de l'époque. Ouais. Nous avons décidé au conseil municipal de partir sur une campagne de restauration de tous les vitraux, puisqu'il y a le vitrail monument à mort qui est au centre, au-dessus de la porte, mais il y a aussi beaucoup de vitraux qui se trouvent être une évocation de la guerre 14-18. L'importance nous avait été un petit peu révélée en quelque sorte par Patrick Barre et puis un grand historien qui s'appelle Nicolas Offenstadt, qui était venu faire une conférence à Préau. Et après son évocation, il nous a dit, écoutez, il y en a très très peu de vitraux comme ça en France, pour le vitrail monument aux morts. Il nous a dit, il y en a 3 qui sont a priori connus, mais aucun ne porte des photographies de ces poilus et de textes de cette façon-là. Nous avons recherché dans l'histoire, dans les bouquins de l'époque, donc entre 1919 et 1923, pour pouvoir retrouver l'histoire de ces vitraux. Et il s'est avéré que un grand maître verrier qui s'appelle Champignol était à l'origine de ces vitraux pour la partie du maître verrier, et ça avait été à l'initiative de l'abbé Patrice qui voulait rendre hommage à ces poilus. Mon père, il aurait bien été blessé le 15 juin 1915 à Notre-Dame de Lorette, dans le Pas-de-Calais. Et c'était déjà une zone qui était déjà sérieusement tourmentée, hein. Le colonel voulait la destruction de ce poste avancé, mais le capitaine il refusait parce qu'il considérait que c'était imprenable. Et puis, bien entendu, il a fallu obéir. Alors c'est là que mon père a été blessé, et le lendemain, ça a été M. Gélin de Soizé, et puis quelques jours après, c'est son capitaine qui perdait, il l'a su après par d'autres camarades du régiment qui lui ont écrit comme il était là-bas à Saint-Malo. Ouais. La nuit vient. On pousse en avant, droit sur Ablain-Saint-Nazaire. Qu'allons-nous trouver là-bas? À ce moment, un grand feu éclaire la nuit. C'est Ablain qui brûle. Les Boches s'en vont. 2 heures après, à la suite d'un dernier combat, nous avons tout un régiment dans le village. L'ennemi tient encore quelques maisons à la lisière est, possession précaire et qui nous vaudra de nombreux prisonniers, car en même temps, plus au nord, les unités voisines achèvent de nettoyer les hauteurs de Notre-Dame-de-Lorette. Appelez le PC de la division et communiquez ce message. Perte sévère. Tir de barrage ennemi très dense. Impossible actuellement d'évacuer les blessés. Allongez le tir, demandons ravitaillement. Le 29 mai 1915, le village est reconquis définitivement par les troupes françaises. Nous sommes ici sur la colline de Notre-Dame-de-Lorette, un lieu où des combats acharnés pendant la guerre de 14 se sont produits entre les Allemands qui avaient investi le lieu assez tôt et les Français qui n'ont eu de cesse que de le reprendre. Car en fait c'était un belvédère à partir duquel on voyait toute la plaine minière autour de Liévin, Lens, qui permettait de voir les mouvements des forces adverses. Vous êtes, Monsieur Bardiot, le propriétaire du musée 14-18 que nous voyons derrière nous. Et vous allez nous expliquer, au fond, pourquoi vous avez réalisé ce musée et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de conserver ces témoignages. Alors, je suis originaire du village de Souchet, qui est au pied de la colline Notre-Dame-de-Lorette. Et quand j'étais plus jeune, j'étais très souvent chez mes grands-parents, mes parents travaillant tous les deux. Et j'ai eu la chance de connaître mon grand-père qui avait fait 14-18 et qui était dans le 3e régiment de Zouaves et qui s'était battu ici sur la colline de Notre-Dame-de-Lorette. Et donc j'ai eu l'envie de commencer à collecter des objets que j'ai pu trouver ici dans la région, dans les fermes, aussi dans les champs, les pièces de fouilles. Et tous ces objets avec toujours la ferme intention d'ouvrir plus tard un musée. Depuis 20 minutes, à l'est du Grand Éperon, la bataille fait rage.
Bartoli et ses hommes se sont emparés de la première ligne ennemie. Brancardier, ça fait 10 fois que je vous ai demandé d'évacuer ce corps. J'ai besoin de place. On est donc exactement sur le champ de bataille où les soldats se sont affrontés. Exactement. Là, ici, vous avez sur le site maintenant la nécropole Notre-Dame de Lorette, qui est la plus grande nécropole nationale française. Vous avez aussi la basilique et le phare. Mais avant, c'était un champ de bataille avec toutes les tranchées. Oui. Donc une partie est encore conservée ici sur l'arrière du site. Vous avez reconstitué. Voilà, elles ont été réouvertes. Elles étaient encore existantes puisqu'elles avaient été rebouchées après-guerre et elles s'étaient recreusées. On a eu l'autorisation de les réouvrir. On a rouvert 1000 mètres de tranchées sur leur emplacement d'origine. Donc c'était ici vraiment stratégique puisque en occupant la colline de Lorette, en occupant le mémorial de Vimy qui est très proche, les Allemands tenaient tout le bassin minier. C'est ici, sur cette colline, quand même, où vous avez plus de 100, pour les combats d'Artois, plus de 100 000 Français sont morts et 88 000 Allemands. Ici, en symbolique, par exemple, sur le site de Lorette, nous avons pour habitude de dire que si l'on prenait tous les soldats qui sont morts ici sur le site, français, allemands, et si tous ces soldats étaient allongés les uns à côté des autres, nous pourrions couvrir toute la colline, jusque tout en bas, tout autour. Oui. Voilà. C'est ici, en face du musée, dans le petit chemin, là, que vous avez la Terre de France, qui a reçu le plus de sang humain. La nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette est un cimetière militaire et mémorial français, situé sur la colline de Lorette, à 165 mètres d'altitude, sur le territoire de la commune d'Ablain-Saint-Nazaire, près d'Arras, sur un des champs de bataille les plus disputés de la Première Guerre mondiale. Environ 45 000 combattants y reposent. Je ne me souviens pas de tout, mais ils racontaient très peu, hein, ces gens-là. Ils n'avaient pas envie d'en parler, c'était trop cruel pour eux. Ils n'aimaient pas en parler. Hein. Et je pense que tous ces hommes-là n'aimaient pas en parler. Ils avaient trop souffert là-bas.